Du coup, bonjour à tous. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois que je présente à Dakar Ruby. C'est une communauté que je suis depuis très longtemps. Je ne suis pas très actif par contre dans la communauté. Je n'ai pas fait beaucoup de présentations. Comme j'ai dit, c'est la première fois et je ne pense pas que je suis très actif dans les groupes. Mais je suis les activités et j'ai suivi quelques des présentations qui se sont faites ici. Et c'est en ce sens que je me suis dit que ce serait peut-être, ça m'intéresserait énormément de venir aussi présenter mon sujet avec vous. Et il se trouve que j'ai choisi de vous présenter en fait ce que l'on fait dans notre équipe à OpenFM. Donc, moi, je m'appelle Elias Waliba, je suis ingénieur logiciel plus spécialisé sur tout ce qui tourne autour de la data. Et je suis à OpenFN en tant qu'ingénieur logiciel pour bâtir des solutions d'intégration et d'automatisation de pipelines de données. Et donc aujourd'hui, je suis là avec vous, très content pour vous parler des outils que l'on développe à OpenFN et de comment peut-être ces outils pourraient vous intéresser. À ce stade, je ne sais pas si ces outils pourraient vous intéresser. Mon objectif, c'est de vous présenter ce que l'on fait et de voir après si c'est des choses qui peuvent vous intéresser en tant que développeur ou pas, parce que ces outils sont open source. Et donc, voilà, c'est un peu aussi ce que je veux faire dans ce tour-là. Donc, on va commencer. Alors, rapidement, c'est quoi OpenFN? OpenFN, c'est une entreprise. OpenFN, c'est une entreprise qui est développée, qui développe en fait des solutions d'automatisation et d'intégration de données. Alors, nous avons une plateforme SaaS qu'on appelle notre iPaaS, qui est une plateforme propriétaire que l'on met à disposition de nos clients, de nos utilisateurs, pour qu'ils puissent déployer des solutions d'automatisation de données. Donc, ils peuvent y avoir des comptes, créer des projets, gérer leurs projets, gérer les ressources consommées par les projets. C'est vraiment une plateforme iPaaS. À côté de ça, ce que nous faisons vraiment, c'est de développer des outils open source qui permettent de faire de l'intégration de données. Donc, nous avons aujourd'hui un parc d'outils à peu près de plus de 60 outils que nous avons développés qui tournent autour de l'intégration de données et de l'automatisation de pipelines de données. Nos outils sont essentiellement basés sur des principes d'ETL, des principes assez simples que les gens connaissent. Alors, nous sommes une toute petite équipe distribuée. Il y a des gens qui se trouvent un peu partout dans le monde. On travaille en mode remote et parmi nous, il y a des consultants, il y a des ingénieurs. Et voilà, si nous recrutons aussi, si vous avez envie de participer à ce que l'on fait. OK. La plupart de nos clients sont des organisations qui travaillent dans le secteur social ou bien des gouvernements. Alors, nos outils qui sont open source peuvent être utilisés par n'importe quelle personne qui a un besoin d'automatisation, de pipeline de données ou bien d'intégration de données. Mais nous, le business que OpenFN Group a bâti sur ces outils qu'on développe en open source, eh bien, ce business-là est vraiment orienté ONG qui travaillent dans le secteur social, tel que UNICEF, tel que WPF, etc. Et pour certains gouvernements, tels que le gouvernement d'Éthiopie, du Cambodge et plein d'autres pays. OK? Alors, qu'est-ce que nos outils permettent à ces clients de faire? On fait des intégrations de systèmes. Donc, nos outils facilitent l'intégration de systèmes, l'intégration de données, le nettoyage de données, l'interopérabilité, la sécurité nous assurons un certain minimum de sécurité dans les échanges de données en utilisant nos outils, l'automatisation de workflow et de business process, etc. Donc, voilà à peu près nos outils. La plupart de nos utilisateurs, ils utilisent nos outils pour faire ce genre de choses-là.
OK? OpenFN, c'est, comme je vous ai dit, c'est une entreprise aussi et elle accompagne des gouvernements et des NGOs. Et on développe essentiellement, nos outils sont en open source, accessibles sur nos GitHub et nos repositoires. Nous avons beaucoup de clients répartis un peu partout dans le monde. Si vous voyez, on est présent dans presque l'ensemble des continents. Nous sommes présents en tout cas dans plus de 40 pays de ce continent-là. Nos solutions ont été déployées dans plus de 40 pays, soit par des ONG qui s'y trouvent, soit par des gouvernements. Et nous avons comme partenaires UNICEF, Digital Square, United Nations Foundation, Bill and Melinda Gates et plein d'autres organisations qui utilisent nos solutions ou bien qui nous accompagnent. OpenFN est certifié DPJ, je pense que ça aussi c'est important de le dire. Alors, comment on le fait? Comment on arrive à faire cette intégration de systèmes et de données? C'est assez simple. Le problème à la base qu'on a identifié, c'est que la plupart des entreprises ou bien des organisations ont des missions qui sont extrêmement importantes. Sauf que pour le faire, ils sont obligés d'utiliser plusieurs systèmes. Et ces systèmes ne parlent pas souvent le même langage. Et ces gens-là, souvent, n'ont pas la compétence en interne pour développer des middleware ou bien des outils qui permettent de consolider ces systèmes ou bien des API. Et l'idée d'OpenFN, c'est de dire, OK, nous, on va créer des sortes de langages de programmation ou bien des sortes de, je dirais, des sortes de middleware qui peuvent se positionner entre deux systèmes et qui comprennent le langage des deux systèmes et qui font le pont entre ces deux systèmes. De sorte que l'utilisateur va utiliser ces deux systèmes d'une manière assez intégrée. C'est comme s'il n'avait devant lui qu'un seul système. C'est-à-dire, il n'a plus besoin vraiment d'avoir une partie de ses données dans Concare et une autre partie dans SQL Server. S'il veut, il peut faire la consolidation facilement avec un système de jobs que OpenFN lui permet de décrire très facilement. OK? Donc, si vous voyez, l'approche est simple. Nous identifions des systèmes et nous développons des adaptateurs pour ces systèmes-là. C'est essentiellement ça. Nous avons aujourd'hui plus de 60 adaptateurs qui existent. Et souvent, c'est open source. Si vous avez envie de contribuer sur ces adaptateurs-là, nous avons des templates dans notre documentation. Nous avons des tutoriels de la documentation pour vous permettre de développer des adaptateurs. Donc, les utilisateurs avancés, ils utilisent les solutions OpenFN pour développer leur propre adaptateur pour peut-être des systèmes qui sont internes à leur business. Alors, voici comment nous le faisons. Voici les principaux, en fait, concepts qu'il faut savoir autour de OpenFN. Nous avons essentiellement 4 concepts. Le concept de job, et ici, dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, je vais vous parler des flow jobs. Donc, nous avons le concept de job. Alors, les jobs, c'est des programmes informatiques. C'est des programmes que vous allez écrire en JavaScript. Essentiellement, nous utilisons le JavaScript parce que le JavaScript, c'est aujourd'hui un langage qui est très populaire, qui a une très grande communauté, qui est cross-platform. Avec le JavaScript, on n'est pas limité côté web ni côté système. Et vraiment, c'était un des langages qui était assez obvious pour nous si on veut fournir des outils qui sont facilement utilisables et que beaucoup de monde pourrait déjà avoir les prérequis pour les utiliser. Et donc, nous, nos jobs, en fait, on propose de les écrire avec du JavaScript. Donc, un job, c'est un programme JavaScript. Il a besoin d'avoir des informations, parfois des informations utiles sur le système qu'il doit attaquer pour pouvoir l'attaquer, comme par exemple les credentials sur ce système-là. Et donc, ces informations à donner au job, c'est ce qu'on appelle, nous, le state. Et ce state, le job peut l'utiliser à chaque opération dans un job. Le state peut changer, mais ça suit vraiment cette notion de functional programming où l'immutabilité est quelque chose de très important. Donc, nos jobs, en fait, ils n'altèrent pas le state initial, mais ils génèrent un nouveau state à partir du state initial. Donc, un job, c'est un enchaînement d'opérations. Une opération étant une instruction ou bien un ensemble d'instructions ou bien une fonction. Et chaque opération prend en entrée un state et retourne un nouveau state à partir
du state qu'il avait reçu et des opérations qu'il a fait sur ce state-là. OK? Ce qui permet d'avoir tout le temps un nouveau state après chaque job. Et à côté de ça, nous avons les adapteurs. Alors, les adapteurs, c'est quoi? Les adapteurs, c'est un peu ce que notre compilateur que nous avons développé va utiliser pour comprendre les opérations qui sont écrites dans le job. Si dans un job, par exemple, vous voulez attaquer le système PostgreSQL et que vous voulez faire une requête insert into, eh bien, c'est dans l'adaptateur PostgreSQL. Le protocole pour faire du insert into est défini dans l'adaptateur PostgreSQL. Et donc, le compilateur, lui, pour comprendre en fait comment générer le nouveau state à partir de ce insert into, comment discuter avec ce système PostgreSQL, il va passer par l'adaptateur qui lui fournit en fait le protocole. Donc, c'est ça le rôle des adaptateurs. Et nous avons Core, Core qui est le compilateur. Alors, Core, c'est un programme qui est très intéressant parce qu'il permet en fait d'assembler l'ensemble de ces pièces pour avoir un job, c'est-à-dire les adaptateurs, les states, l'expression du job, etc. Et en une ligne de commande, tu peux exécuter ton job avec Core et tu peux carrément le faire communiquer avec les systèmes que tu veux intégrer. Et ça, c'est vraiment Core, Adapter et les jobs. Les Core et Adapter sont des outils open source. Il y a plusieurs adaptateurs et nous avons Core à côté qui comprend le langage de OpenFL. Et ça, c'est très important parce que ces outils-là, vous pouvez les utiliser comme vous voulez. C'est open source. Vous pouvez déployer pour vous-même une plateforme qui va utiliser Core. D'ailleurs, c'est ce que nous avons fait à OpenFL. Nous avons, à côté de ça, identifié que la plupart de nos clients n'ont pas l'expertise pour manager tout ça en local, n'ont pas peut-être des équipes de dev, etc. Et nous le fournissons aujourd'hui. Le business qu'on a fait sur ces outils open source, c'est de faire une plateforme iPaaS qui permet aux utilisateurs d'utiliser le cloud pour déployer leur job, les hoster, les déployer, les manager. Et ça permet en fait aux utilisateurs de pouvoir scaler. Plateforme, c'est vraiment notre outil que nous proposons aux utilisateurs qui en ont besoin pour pouvoir scaler leur job. Et bien évidemment, nous avons de la documentation autour de ça. Si vous allez sur docs.openfm.org, vous pouvez retrouver là-bas toute la documentation. All right. Alors, rapidement, sur ces différents composants, la plupart des choses, je les ai dit. Donc, plateforme, c'est vraiment notre iPaaS. C'est une application web qui est écrite qui repose sur Core et sur les adaptateurs qu'on appelle OpenFM Data Toolkit. Et cette application est écrite avec du Elixir et du React. Plateforme définit des concepts tels que projet, job, credential, triggers, run. Tout ça, c'est des concepts sur plateforme, mais si vous déployez vous-même vos propres jobs dans vos serveurs, vous n'êtes pas obligé de vous organiser comme ça. Sur plateforme, c'est ça, c'est la logique qu'organise plateforme pour les clients. Okay? Et ça permet aux clients de pouvoir créer des projets. Un projet, ils peuvent le partager entre leurs collaborateurs, s'ils veulent ou pas, etc. Un projet contient des jobs contiennent des credentials, etc., etc. Et c'est assez bien organisé pour les utilisateurs pour qu'ils puissent assez rapidement bootstrapper leur projet et les faire tourner. OK. Si vous voulez en savoir plus sur cet outil plateforme, vous pouvez vous rendre sur openfm.org/how et il y a tous les détails en fait sur comment déployer des jobs sur plateforme. Alors, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est cet outil-là, DevTools. Alors, DevTools, c'est un bundle que nous avons fait. C'est vraiment juste un bundle d'adaptateurs et de Core pour que les développeurs puissent facilement installer le package dans leur machine et pouvoir écrire des jobs OpenFM. C'est juste un bundle. Si vous n'avez pas besoin de DevTools, ben vous pouvez aller installer les différents composants indépendamment. Vous pouvez aller sur le repo de Core, l'installer, aller sur les repos de l'adaptateur qui vous intéresse et l'installer et commencer à utiliser les pièces comme vous voulez. Par contre, si vous clonez DevTools, il y a un fichier bash qui est à l'intérieur qui vous permet en fait de faire toutes ces opérations pour vous, d'installer les adaptateurs, de faire du npm run build pour vous, etc., etc. OK. Nous recommandons vraiment DevTools parce que nous, en fait, DevTools, c'est l'outil que l'on développe, que l'on maintient et que l'on publie. Donc, un adaptateur
dans DevTools, nous assurons que l'ensemble des adaptateurs que nous mettons dans DevTools sont à jour et sont dans une version qui est très stable. OK. All right. Alors, c'est quoi un job? Je vais juste vous dire, si vous avez des questions, je pense que vous pouvez m'arrêter. Hein. Je peux les prendre, je pense, en cours de route. Sinon, si vous voulez, on peut prendre les questions à la fin. OK? Alors, qu'est-ce qu'un job? Un job, comme je l'ai dit, c'est un programme. C'est un programme, sauf que nous, à OpenFN, actuellement, un job tient sur un fichier. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on fait ça. Nous voulons que les jobs soient de petits programmes qui sont vraiment orientés fonctionnalité. Et c'est pour ça que nous proposons un job, c'est un ensemble d'opérations dans un fichier JavaScript qui est accompagné de son state s'il y a besoin d'avoir un state. Alors, ça, c'est un exemple de job. C'est par exemple un job avec 3 opérations. Ce job-là, nous allons l'implémenter aujourd'hui. C'est un job qui utilise l'un des adaptateurs les plus obvious qu'on a développé qui s'appelle Language HTTP. Language HTTP, c'est en gros un adaptateur qui permet de communiquer avec des API REST. C'est l'adaptateur peut-être le plus simple à comprendre parce que tout ce qu'il fait, c'est envoyer des requêtes HTTP sur des services qui existent sur le web et soit de poster des données ou bien de modifier ou bien de recevoir des données. Donc, ici, cette opération GET, c'est une opération qui va nous permettre de prendre un endpoint et de récupérer les données sur cet endpoint-là. Ensuite, nous pouvons demander à State de passer à cette opération FN. FN, c'est un peu une opération qui permet en fait d'écrire du custom code. Donc, FN, c'est un bloc que vous pouvez définir qui prend en entrée en state et retourne en state. On va voir comment on va le définir, c'est assez simple. Et donc, FN ici va prendre le résultat de GET, faire quelques manipulations dessus et le passer à l'opération POST qui va renvoyer les données dans le serveur dans lequel il les avait pris. Donc, ça, c'est par exemple un job que vous pouvez utiliser pour automatiser quelques trucs que vous voulez manipuler sur des données que vous avez dans votre API, par exemple. Et en vraiment moins de quelques lignes de code, vous pouvez arriver à faire un truc assez solide qui vous permet d'automatiser certaines choses sur votre API. Ça suit le protocole ou bien la philosophie ETL. Donc, le GET, c'est une sorte d'extract. Le FN, on va l'utiliser pour faire du transform. Et le POST, on va l'utiliser pour faire du load. Ça, c'est un job qui attaque un seul système. Donc, on prend dans un système, on manipule et on retourne dans un autre système. Nous allons faire un autre job qui va essayer de combiner 2 systèmes. Alors, voici comment state passe d'un job à un autre. Je vous ai dit, un job, c'est un fichier, c'est un programme. C'est un fichier JavaScript. Et le state, c'est une structure de données. Ici, c'est sous forme de JSON. C'est une structure de données qui garde en fait des données initiales. Le state initial, c'est les informations dont le programme a besoin pour pouvoir accéder au système. Okay? Et là, on a une opération dans ce job qui s'appelle create patient. On lui passe le initial state pour qu'il puisse créer un patient, soit dans DHIS2 ou bien dans les systèmes que les services sanitaires utilisent. Ensuite, ce create patient va retourner un nouveau state qui est différent du premier state qui était venu. Et ce nouveau state va rentrer peut-être dans une autre opération qui s'appelle create visit. Et cette opération va aussi retourner un autre state. Et si c'est la dernière opération, elle va retourner le final state. Et ce final state, si vous voulez, vous pouvez le garder dans un fichier qu'on appelle souvent output.json. Mais si vous voulez, vous pouvez juste le display sur votre std.out. Donc, si vous voulez, vous pouvez juste l'écrire sur la console. Donc, voilà un peu comment state navigue entre les opérations. Alors, qu'est-ce qu'un adapteur? Un adapteur, c'est un module JavaScript, un module NPM que vous pouvez installer et qui vous permet, en fait, qui définit des protocoles selon le système que vous voulez intégrer, le système avec lequel vous voulez communiquer. Nous avons des adaptateurs pour plus de 60 systèmes. Donc, beaucoup de systèmes on a déjà développé des adaptateurs pour ces systèmes-là. Et le parc d'adaptateurs, c'est open source. On essaie d'encourager beaucoup de monde à essayer de publier leurs propres adaptateurs pour des systèmes qui leur sont propres. Voilà. Donc,
ces adaptateurs-là, ils suivent, sont faciles. Si vous allez sur notre repo, vous pouvez facilement les retrouver. Il suffit juste de préfixer dans la barre de recherche language. Tous les adaptateurs suivent cette nomenclature-là. C'est language dash, le nom du système que vous voulez intégrer. Par exemple, language PostgreSQL, language MySQL, language MongoDB, language, si vous voulez, Google Sheets, etc. Et si vous voulez installer un adaptateur et que vous utilisez DevTools, dans DevTools, il y a le fichier install.sh, vous pouvez l'exécuter, lui donner le protocole avec lequel il doit cloner l'adaptateur, soit par SSH ou HTTP. Donc ici, vous remplacez l'un des deux et vous donnez le nom de l'adaptateur, par exemple, language HTTP ou bien language PostgreSQL. Et DevTools va l'installer dans un dossier qui s'appelle adapters et vous pourrez l'utiliser avec Core après. Elias, il y avait une question de Rijal qui demande is adapter a compiler? How was it built? And instruction. Rijal, tu peux reposer la question pour que ce soit beaucoup plus clair. Oui, je peux élaborer vite fait, Elias. En fait, tu as parlé des adapteurs qui sont des compilers ou adapteurs qui est un compiler. Donc, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est un compiler au sens propre du langage, c'est-à-dire qu'il va compiler un certain nombre d'instructions, au final produire un output code machine, ou bien quel est le sens du mot adaptateur ici et comment est-ce que ça a été construit? Alors, les adaptateurs ne sont pas les compilers. C'est une très bonne question. Le compiler, c'est Core, qu'on va voir tout à l'heure. Et Core, c'est en vrai, c'est un programme qui va isoler une VM node en utilisant les V8 et qui va exécuter ton programme JavaScript dans ce VM node dans ta machine. Mais ça, on va y venir tout de suite. Les adaptateurs, par contre, on peut les voir comme étant des bibliothèques. C'est des libraries NPM, JavaScript que vous pouvez installer. C'est vraiment des libraries. Je pense que c'est la meilleure manière de les définir. Ce qu'ils permettent, c'est des libraries qui connaissent, par exemple, le protocole du système que vous voulez intégrer. Par exemple, si l'adaptateur Language PostgreSQL, c'est un adaptateur dans lequel vous allez trouver beaucoup d'opérations qui ressemblent à des opérations que vous pouvez faire avec du PostgreSQL. Par exemple, insert into, insert many, upsert, update, delete many. Et parfois, on regarde des opérations, comment on peut les combiner pour répondre à un besoin business. Par exemple, on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de faire des insert suivi de update, par exemple, et on crée une opération pour ça. Donc, c'est des bibliothèques que l'on développe qui essayent de fournir des interfaces pour pouvoir manipuler le système que vous voulez intégrer plus facilement. OK? Donc, c'est comme si on essaie de faire des API ou bien des bibliothèques pour accéder au système. Maintenant, Core a besoin de cet adaptateur parce que, par exemple, dans votre job, vous allez dire, OK, j'ai créé un job pour accéder à PostgreSQL. Donc, qu'est-ce que je fais? J'aurai besoin de récupérer les données dans PostgreSQL. Dans cet adaptateur, on a l'opérateur SQL que vous pouvez écrire et lui passer une requête SQL. Ou bien on a l'opérateur get from table peut-être. Et vous donnez le nom de la table et ça vous renvoie les données de cette table. Cet opérateur, elle n'est pas définie dans le langage de OpenFL, dans le DSL de OpenFL. Cet opérateur est défini dans l'adaptateur PostgreSQL. Donc, si vous voulez que Core comprenne cet opérateur, il faut lui passer l'adaptateur lors de l'exécution. C'est comme si vous importez une bibliothèque A dans votre code pour pouvoir utiliser ces help functions ou bien ces functions. C'est vraiment la même philosophie. Sauf que ici, dans votre job, vous ne faites pas un from Postgres import SQL, par exemple. Vous écrivez SQL comme si ça existait et c'est lors de l'exécution avec Core que vous lui passez l'adaptateur qu'il doit utiliser pour pouvoir bien exécuter le job que vous lui avez donné. OK? Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question. Ouais, c'est bon. Je pense que ça va devenir plus clair plus tu avances. Okay. Ouais, je pense que si on a la chance de faire un peu de pratique, ça va devenir plus clair. Alors, ici, on parle rapidement de Core. Donc, Core, j'en ai beaucoup parlé. C'est un programme qui va juste isoler une VM node et qui lui passe le state initial et l'expression. Et en fonction des opérations, Core repose sur cette notion de reduction, un peu comme certains systèmes tels que Hadoop le font, etc. L'idée ici, c'est chaque opérateur
prend en entrée un state, qu'il manipule, génère un nouveau state, et ce state, il faut contrôler le flow de ce state-là. Et le principal job de Core, c'est de faire ça. C'est de distribuer le state dans les opérateurs et de contrôler le flow d'exécution. Et à la fin, il utilise les adapteurs pour vous donner le résultat, le state final, en fonction du state initial que vous avez donné et des opérations que vous avez définies dans votre fichier, dans votre programme. Okay? Core peut à la fois compiler et exécuter des jobs. Il comprend votre code et sait comment l'exécuter. Alors, pour installer Core, c'est assez facile. Soit vous passez par DevTools, soit vous faites un npm install -g at openfn/core. Et vous avez un programme dans votre machine qui s'appelle Core. Ensuite, vous pouvez utiliser comme ça. La commande en orange ici, vous faites un core execute, vous lui passez le -l pour dire language, quel est le langage qu'il va utiliser. Donc, vous lui donnez le chemin vers l'adaptateur. Ce sera DevTools /adaptors / le langage, par exemple, language PostgreSQL. Vous lui donnez -s, le state initial, dans un fichier state.json, donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous lui donnez la sortie, si vous ne voulez pas écrire ça sur le terminal, ou bien vous lui donnez la sortie, vous lui dites dans un fichier output.json avec -o, et -i pour dire expression, c'est l'expression de votre job, et vous lui donnez le code de votre job, le fichier de votre job. Et lui, il saura comment assembler tout ça pour vous produire, prendre le state initial, lire votre expression, utiliser l'adaptateur pour comprendre les opérateurs et vous générer votre fichier output.json. OK? Je pense que c'est tout. On va maintenant voir comment écrire quelques jobs. OK? Alors ici, j'ai utilisé le terme flow parce que parfois, comme je vous ai dit, ces notions-là sont assez liées à OpenFN, mais vous pouvez les appeler comme vous voulez. Un job, pour nous, c'est le fichier expression. Et parfois, vous avez des jobs que vous pouvez faire dans plusieurs expressions, dans plusieurs fichiers. Vous pouvez organiser votre workflow sur plusieurs fichiers. Et dans ce cas, on appelle ça un flow, en fait. Un flow, c'est un ensemble de jobs qui s'exécutent dans un certain ordre bien défini. En réalité, c'est pas pour ne pas, parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire, mais nous avons d'autres types de jobs, tels que des jobs, en fait, qui sont basés sur des cron, des jobs qui sont basés sur quoi? Sur des events externes. Par exemple, vous envoyez un CURL, vous pignez un serveur et le serveur déclenche le job, etc., etc. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les flow jobs. Alors, pour ça, je vais vous présenter ce flow-là et on va essayer de l'implémenter et ensuite passer à un autre flow, si on a le temps. Alors, le flow-là, il est simple. C'est un flow qui est très simple. Nous allons identifier une API REST et nous allons recevoir des données de cette API. Nous allons manipuler ces données un peu et nous allons renvoyer ces données dans cette API. Alors, ici, l'idée de cette première implémentation, c'est juste de vous montrer tout ce qu'on a dit là théoriquement, comment ça se matérialise, comment exécuter avec Core, comment écrire des opérateurs, etc. etc. OK, donc je vais basculer, je vais fermer ça. All right, donc ici, j'ai un dépôt, hein, je peux vous montrer. Donc ici, ce que j'ai, c'est que j'ai un dépôt en local. Donc, j'ai ce dossier Dakar Ruby Conf. Alors, si vous voulez, je peux augmenter le niveau de zoom. Je pense que c'est mieux comme ça. Donc, j'ai ce dépôt Dakar Ruby Conf. J'ai aussi mon dépôt DevTools. Et on va utiliser ces deux-là. Donc, ça, je les ai déjà clonés depuis OpenFN. De toute façon, après, à la fin, je vais vous envoyer les liens vers ça. Mais ce que j'ai fait au préalable, c'est pour gagner du temps, c'est juste cloner ça et suivre l'installation process qui existe sur notre documentation. Je veux vraiment me concentrer sur l'exécution de job. Alors, je fais un CD dans Dakar RubyConf et ici, j'ai un follow one et follow two. Le follow one, c'est celui qu'on va voir tout de suite. Et c'est celui que j'ouvre ici. Dans le flow one, nous avons un fichier state. Le fichier state, comme je vous disais, c'est le fichier qui garde les informations sur le système que vous voulez attaquer. Par exemple, ici, nous avons base URL. Alors, les states suivent parfois
suivre une certaine organisation. Un state, c'est un fichier JSON déjà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons tout le temps dans un state, si vous voulez mettre les informations pour accéder à un système, tel que le credential, l'URL, tout ce que vous voulez, les clés, SSH, etc., vous le mettez dans configuration. Mais ça, là où c'est beaucoup plus clair, c'est que si vous allez, je pense que je vais vous montrer le dépôt. Alors là, c'est nos dépôts sur dépôt OpenFN. Si vous venez sur OpenFN, nous allons prendre un adaptateur, par exemple, Language HTTP, celui qu'on utilise là tout de suite. Language HTTP, ça c'est son dépôt. Et ici, vous voyez dans la documentation, on vous dit here is the sample configuration. Donc là, c'est le sample configuration. À chaque fois dans nos adaptateurs, on vous donne à quoi ressemble le sample configuration pour cet adaptateur et quelques documentations sur quelques fonctions, quelques helper functions. OK? Et voilà. Donc là, je copie ça. Ce que j'ai fait, c'est que je viens copier ça. Parce que le sample configuration, le configuration peut changer en fonction du système. Certains systèmes, c'est du username password. D'autres systèmes, c'est peut-être un URI à générer. D'autres systèmes, c'est peut-être une clé SSH, etc. etc. C'est pour ça qu'on ne peut pas uniformiser ça. Ça dépend de l'adaptateur. Donc, toujours aller voir dans l'adaptateur. Alors ici, en toute rigueur, mon configuration devrait avoir ça. Username, password, base URL, auth type. Sauf que le système que j'essaie d'attaquer, eh bien, il n'a pas besoin de username password parce qu'on va utiliser JSON placeholder. JSON placeholder n'a pas besoin d'authentification. Mais si votre API avait besoin d'une authentification en username password, vous le donnez ici. Si c'est une authentification en token, vous donnez le token quelque part ici. OK? Donc, ça, c'est ce que je mets dans la partie configuration. Je donne le base URL. Ensuite, cette partie data-là, vous pouvez le donner comme vous pouvez ne pas le donner si vous voulez. C'est juste les données que vous récupérez dans votre système vont être écrites ici dans data sous forme de JSON. Okay? Les données vont être écrites ici, dans cette partie. Après, rien ne vous empêche de vous-même, programmatiquement parlant, de générer de nouvelles clés. Par exemple, de dire random, de générer une clé random data et de dire que c'est un tableau de mes données. Au cours de l'exécution du programme, vous pouvez programmer ça. OK? Donc, ça, c'est mon sample state. Un state assez simple où j'ai juste l'URL de mon système. Donc, JSON placeholder. Maintenant, l'expression ressemble à quoi? L'expression, c'est le fichier fetch post. Parce que nous allons fetch et après, nous allons post some data. Vous voyez, l'expression est là et assez simple. Je vais juste commenter ça et on va y aller step by step. Ça, c'est mon premier expression. Je get the data from the system. Donc, je récupère les données depuis le système. Ici, je fais un get /post. Il va aller appendre le /post dans mon base URL et il va me faire cette opération get pour me récupérer les données. Si j'exécute ce job, je peux l'exécuter. Je me place dans le dossier Dakar RubyConf et je fais un core execute. Un core execute -L et je dis que je veux aller dans le dossier DevTools /adaptators et je veux utiliser le language HTTP. Je l'ai déjà. OK? Ensuite, je lui donne /i pour lui dire l'expression. L'expression se trouve dans flow1. OK? Et fetch post.js. Ensuite, je donne -s pour lui donner le state. Le state se trouve aussi dans flow1 /state.json. Et pour le moment, je le fais sans générer de fichier output. Si j'exécute ça, eh bien, il me dit l'opération a réussi. Sauf que il n'a pas les données, je ne les ai pas récupérées, je n'ai pas généré de fichier output. Et je n'ai pas mis de console log, je n'ai rien affiché. OK? Alors, si je veux, je peux voir en fait ce qui se trouve dans state. Pour faire ça, je peux facilement faire ici un fn block, comme ça, et lui dire, tu prends le state précédent, le state de l'opération précédente, et tu fais ce que tu as à faire et tu retournes au nouveau state. Tel que je l'avais pris. Tout ce que je fais, c'est que je vais console log le state. Je pense que je vais faire un json.stringify et je vais lui donner le state
Et je pense que c'est un nul tour, si je ne me trompe pas. Okay? Et là, ce que je fais, c'est que je console log le state pour au moins pouvoir le voir si j'exécute. Et ensuite, je vais réexécuter. Là, si j'exécute, ouais, ça, c'est en fait, c'est tout à fait normal. Dans le state, si vous le manipulez, vu que le state, là, le get avait travaillé sur le state et il garde en fait ce qu'on appelle les références dans le state. Les références, c'est l'ensemble, c'est une copie du state précédent. Je vais vous montrer les références après. C'est une copie du state précédent et il va le mettre dans le même fichier. Donc, ça crée ce truc de circular data. Du coup, on conseille toujours de faire un console log du state.data. C'est ça qui nous intéresse, les données qui proviennent du système. Et là, si j'exécute, vous voyez, j'ai mes données ici sur notre terminal. Mais jusqu'à présent, je ne les ai pas persistées quelque part. Okay? Donc là, j'ai mes données. Alors, si je veux que Core me persiste ces données-là, je lui donne aussi un fichier output. En plus de ce console log, je peux aussi lui dire, génère un fichier output, mets-le dans flow1/output.json. Et là, si j'exécute, eh bien, non seulement il me fait mon console log, mais si je regarde bien, j'ai un output.json ici qui a ce references-là. Vu qu'il n'y a aucune opération qui vient avant, donc le references est vide. Mais là, j'ai data. J'ai exactement ce que j'ai ici sur la console dans data. Cette fois-ci, data a été populé. OK? Et ensuite, je viens de récupérer mes données. Non seulement je les ai persistées, mais je les ai toujours dans le flow, dans le même job. Je peux continuer. Je peux décider de, dans ce FN block, maintenant je vais l'enlever, c'était juste pour vous montrer le console log. Ce que je fais ici, c'est que je vais faire, donc là, si on revient dans notre présentation, on a fait cette opération get là. Là, on va voir l'opération. FN, c'est un bloc pour donner du code JavaScript. C'est tout. C'est ça que FN fait. Vous donnez du code JavaScript. Tout ça fait partie de ce FN. Donc, c'est une fonction qui prend en entrée ce callback-là en réalité. Il prend en entrée ce state et l'opération à faire sur ce state-là et il vous renvoie un nouveau state. OK? Alors, ce que je fais, c'est que je plug out, je récupère les data dans state et ici, je les affiche comme j'avais fait tout à l'heure. Ça, je vais le commenter. Je n'ai pas besoin de les afficher, je l'avais déjà fait. Et ensuite, ici, je crée ce que j'appelle des custom posts. Parce que si on regarde les données qu'on a récupérées, j'ai des posts ici. J'ai des posts. J'ai user ID, ID, title, and body. Peut-être que la manipulation que je veux faire, c'est de supprimer user ID, ID et de garder seulement title et body. Ici, ça dépend de votre business, ça dépend de ce que vous voulez faire des données. Tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le programmer ici et le faire. Moi, ici, ce que je décide de faire, c'est de créer une variable qui s'appelle custom post. Je filtre sur data l'ensemble des données où body est supérieur à 15, donc peut-être les grands body, je ne prends pas les petits body. Donc, je prends les body où c'est supérieur à 15 et ce que je fais, c'est que je crée de nouveaux objets qui sont mes custom posts avec title and body. OK? Et donc, je crée un nouveau title comme ça. The new title is, et ça, et je donne body. OK? Ensuite, qu'est-ce que je fais ici? Je peux renvoyer un nouveau state qui est le state précédent et custom post. Je plug à l'intérieur custom post. Et ça, ce sera mon nouveau state et je n'aurai pas altéré le state précédent. Okay? Donc, je renvoie une copie modifiée du state. Si j'exécute ça et que je le mets dans output, toujours, eh bien, vous allez voir que dans output, cette fois-ci, j'ai une variable custom post. Alors, ça, c'est le response du serveur. On n'a pas besoin de ça. Voilà, j'ai custom post qui est là. Si vous voyez bien, custom post, c'est ça. The new title is, et je prends juste les bodies qui sont supérieurs à 15. Donc, j'ai fait mes petites transformations sur mes données. OK? Ensuite, qu'est-ce que je peux faire?
Si vous voulez, vous pouvez rajouter un autre FN block pour faire console log ici. Si vous voulez, vous laissez comme ça. Ensuite, maintenant, ce que je veux faire, c'est ici, faire un post. Donc, je retourne les données, je fais un slash post et je lui donne juste l'élément à poster. Donc, je dis body, je dis c'est dans state, tu renvoies, donc je donne ce petit callback-là qui renvoie les custom posts qui se trouvent dans le state. Et là, cette fois-ci, si j'exécute, eh bien, il va me faire... est-ce que non, je n'ai pas sauvegardé, il fait juste le get. Donc, je sauvegarde. Voilà, j'exécute. Et là, il me fait mon get. Alors, what is this? Voilà, il me fait mon get qui réussit et il me fait mon post qui réussit. Okay? Et je renvoie les données dans le système. Et là, on a un fichier de 27 lignes, ou bien beaucoup moins que ça, qui nous permet, où on a un programme JavaScript qui utilise le DSL de OpenFN et notre state qui nous permet de récupérer des données dans un système qui expose une API REST, de les manipuler et de retourner ces données-là. Alors ça, pour des développeurs, ça peut sembler pas très compliqué à faire à la main, from scratch, mais pour des gens qui travaillent dans des ONG ou ce genre de choses qui n'ont pas l'expertise en interne, ça peut changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses, parce que sur plateforme, on leur permet un système qui permet en fait d'écrire des jobs plus facilement. Et donc, ils peuvent utiliser plateforme en fonction de leur plan, ils peuvent utiliser des fonctionnalités qui leur permettent d'écrire des jobs sans pourtant se soucier de tout ce code-là. OK, all right. Est-ce que oui, vous avez des questions? Oui, allô? Oui? Oui, ma première question, en fait, c'est, là, je vois, en fait, qu'on fait un get et après, on fait un post, mais comment est-ce qu'on fait si on a des endpoints qui sont différentes, en fait? Par exemple, là, c'est sur type my code ou je ne sais pas quoi, tu récupères les données, mais si tu dois poster la requête dans un autre service, comment est-ce que ça va se passer? Oh, absolutely. That's a great question. C'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'ici, ce job-là, il ne peut architecturer comme ça, ne pas attaquer qu'un seul système. Ce qu'on peut faire, c'est décider de faire 2 jobs dans ce flow. De faire, par exemple, un nouveau file et de l'appeler post.js et de renommer ce fetch-là en juste fetch.js et de prendre la partie post et de juste, de prendre cette partie post-là, de la mettre dans notre post.js, comme ça, et de rester juste avec notre get. Notre get va recevoir les données, les manipuler et les persister dans state. On génère un nouveau fichier output, et ce fichier output, on fera de sorte qu'il sera l'entrée, the entry point du post. Donc, voici comment on va s'organiser. Et cette question, pourquoi elle est importante? Parce que ça, à partir de là où vous voulez intégrer 2 systèmes, il faudra automatiser le passage de state. Et ça, il faudra automatiser le passage de state. Je crois y avoir une slide qui parle de ça, mais je vais vérifier. Ici, qu'est-ce que je peux faire? C'est d'abord exécuter core et de dire output.fetch pour dire le output de fetch.json. OK? Et j'exécute cette fois-ci l'expression, ce n'est plus fetch post, c'est juste fetch.js. Et je l'exécute. Et ça me crée un fichier output.fetch.json. Ça, c'est le output de fetch. Et j'aurai mon custom post ici. Maintenant, si l'autre API a les mêmes configurations que celle-là, par exemple, si l'autre API s'appelle XYZ, je peux venir dans l'output, modifier le configuration et dire xyz.typecode.com. C'est cette API-là dans laquelle je veux poster. Et cette fois-ci, j'exécute vu que dans mon post.js, je lui ai demandé d'accéder seulement à custom post, state custom post. Si je lui donne output.fetch.json comme state, il comprendra que ça, c'est le fichier state. Il va rechercher configuration pour connaître le système avec lequel il doit communiquer et rechercher la clé custom post. Okay? Et ça, c'est core qui lui passe le contenu de ce fichier-là.
Et donc, je peux exécuter cette fois-ci post.js et je lui donne le state. Cette fois-ci, ce ne sera pas state.json, mais le state, alors j'agrandis un peu pour que les gens puissent voir. Le state, ce sera output.fetch.json. Et le output, cette fois-ci, je dis c'est output.post.json. Et j'exécute ça. Bien évidemment, ça ne va pas marcher parce que le domaine XYZ n'existe pas. Il va me dire qu'il y a une erreur. Mais vous voyez, il a essayé de lancer l'opération. OK? Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en gros, la réponse à la question, c'est un fichier expression, un job, ce n'est fait que pour un système. Si vous voulez faire intégrer deux systèmes, dans ce cas, vous avez un flow, forcément. Vous devez avoir un flow. Vous avez le flow composé de deux jobs. Le job qui permet de faire les opérations destinées au système A et le job qui permet de faire les opérations destinées au système B. Maintenant, l'automatisation ou bien la synchronisation de ces deux jobs-là, nous n'avons pas, en fait, avec Core, vous ne pouvez faire que le faire manuellement, exécuter, terminer, exécuter l'autre. Ou bien vous pouvez programmer quelque chose qui l'automatise. Mais nous n'avons pas aujourd'hui un outil qui permet de faire cette programmation-là dans DevTools. Par contre, sur plateforme, c'est l'une des features que nous mettons en avant sur plateforme. Sur plateforme peut faire ça pour vous. Plateforme peut partager des credentials parmi les jobs et vous pouvez définir un ordre d'exécution des jobs et vous pouvez définir même quand est-ce qu'on doit exécuter. Par exemple, si on exécute sur le fetch, quand est-ce qu'on devra exécuter le post? Est-ce que c'est immédiatement après le job ou bien c'est quelque temps après, etc. etc. Okay? Donc, plateforme permet d'aller à ce niveau-là. Merci, ça répond à la question. Merci beaucoup. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions comme ça ou... Alors, Mohamed, tu peux me rappeler le temps? J'ai un autre flow qui est un peu plus... Il y a Ansu qui pose une question. Oui. Première question, c'est est-ce que OpenFN a des systèmes de retry si un job failed? Deuxième question, c'est est-ce que OpenFN a des systèmes de timeout au cas où le code qu'on exécute entre dans une boucle infinie? Alors, il y a un concept qu'on appelle run. Le run, c'est l'état du job. Mais ça aussi, c'est sur plateforme. Parce qu'en fait, sur DevTools, ce qu'on fournit, c'est les adaptateurs et Core. On fournit vraiment les outils pour bâtir vos jobs. Donc, la gestion de l'output du job, etc., on le laisse aux développeurs de le gérer comme ils veulent. Après, oui, ce serait bien qu'on puisse avoir des outils qui permettent de monitorer tout ça, etc. Je pense bien que ça viendra un jour. Mais sur plateforme, oui, effectivement, sur plateforme, vous pouvez avoir ce concept de run. Un run, c'est le statut d'exécution d'un job. Alors, il y a une première question à laquelle j'avais dit oui, mais je ne sais plus c'était quoi. Est-ce qu'OpenFN a des systèmes de retry si un job fail? Oui, exactement. Donc, si un job fail, vous allez voir sur plateforme, vous pouvez configurer de telle sorte que plateforme va vous notifier par mail ou bien quelque chose, ou bien vous pouvez aussi inspecter votre run. Sur le run, il y a un dashboard où vous allez voir que le run a fail. Et si le run a fail, soit vous avez reçu la notification, soit vous l'avez vu carrément sur plateforme, vous pouvez réexécuter. Et ce retry-là, vous pouvez le programmer. Vous pouvez décider que s'il fail, réexécuter autant de fois, ou après annuler, ou etc. Donc oui, il y a ce concept de retry. Alors, il a parlé de boucle infinie. S'il y a un système de timeout. Le timeout, je veux dire deux choses sur ça. Vous pouvez le programmer, vu que c'est du JavaScript, vous pouvez le programmer, mais aussi, OpenFN, aujourd'hui, selon le pack, nous avons un moyen, en fait, de kill le process, soit s'il a tant de temps qu'il a consommé, soit s'il a tant de mémoire ou de ressources matérielles qu'il a consommé. Ce n'est pas vraiment du timeout, mais si, par exemple, c'est une boucle infinie où vous avez du for infini, OpenFN va essayer d'exécuter votre for à l'infini, vu qu'on exécute juste le code JavaScript. Mais à un moment donné, effectivement, nos ressources vont atteindre le plan que vous avez défini dans votre plan parce que vous allez définir un nombre de RAM, un nombre d'exécutions qu'on vous donne selon votre plan. Le plan le plus basique, je ne sais pas si c'est 500 exécutions, mais il y a des plans auxquels vous pouvez vous souscrire. Si vous atteignez
certaines limites, soit que vous avez programmées ou bien les limites standards, et bien votre job va s'arrêter. Mais il n'y a pas vraiment un moyen de dire sur le job, alors je ne sais pas s'il y en a. Je fais très attention sur cette partie. Je pense que je dois faire très attention parce que je ne sais pas s'il y en a. Je ne sais pas s'il y a un moyen de dire le job doit durer tant de temps en exécution, ou doit consommer tant de mémoire pour s'arrêter. Je sais que le job peut fail parce qu'il a pris beaucoup de temps à s'exécuter et que finalement, plateforme a essayé de créer des ressources un maximum de fois. Mais je ne sais pas si plateforme aujourd'hui offre cette fonctionnalité. Je vais me renseigner, ou bien s'il y a, je ne sais pas s'il y a parmi mes collègues qui sont là qui peuvent répondre à cette question. Mais voilà, je ne sais pas. Mais oui, ça fail si vous entrez dans quelque chose qui ressemble à une boucle infinie. Après, ce serait bien de savoir si ça peut se programmer. OK? Est-ce que j'ai répondu aux questions ou il me semble que la deuxième question... Oui, c'était les deux questions. C'était les deux questions. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas encore pour le moment, pas encore. Pas de questions? OK, cool. Alors, donc ici, je vous explique comment maintenant, dans un flow, par exemple, ce que j'expliquais tout à l'heure sur la réponse que j'avais apportée à la question de Mohamed, c'est que si vous avez deux jobs dans un flow, alors ça, on a un job qui utilise l'adaptateur Language OpenMRS, on a un adaptateur Language HTTP et on a un adaptateur Language Twilio. Alors, ce job-là, le job 1 utilise le Language OpenMRS, a un initial state, crée un patient, a un state, crée un visit et on a une state finale. Si vous avez un autre job et que vous lui passez votre output comme state, finalement, c'est ce final state qui sera passé à ce job. C'est comme ça qu'on crée un flow. Maintenant, ces liens-là entre ces différents jobs, c'est ce que Plateforme fait pour vous. Plateforme sait comment gérer ces liens. Vous pouvez définir un flow, le définir. Comme vous définissez un diagramme BPMN, vous pouvez définir votre flow. Dire si tel job fail, eh bien, faites ceci. S'il réussit, faites cela. En réalité, nos clients, quand ils nous proposent, quand ils ont un projet, soit ils viennent avec un BPMN bien fait, ils mappent bien leur process, soit on les accompagne à mapper leur process. Et on a une équipe pour ça, une équipe qui s'appelle l'équipe Implementation. C'est une équipe qui accompagne les clients à faire ça, à mapper les process pour les clients, à identifier les différentes opérations, les différents jobs, à architecturer le projet et à les aider à l'implémenter si les clients n'ont pas l'expertise pour faire ça. Certains clients viennent avec leur process bien mappé. Et dans ce cas, ils vont juste traduire ce mapping sur plateforme. En fait. OK? Alors, il reste quelques minutes. Je voulais faire ce flow-là. Je vais vous le montrer rapidement. Ça, c'est un flow où j'essaie d'intégrer, en fait, Postgre à MariaDB. J'ai une table dans Postgre qui s'appelle la table Events, qui garde des événements que je récupère à partir d'une API. C'est des événements qui se passent un peu partout dans le monde. Et moi, ce que je veux, c'est récupérer les événements dans cette table, les manipuler, transformer, extraire juste ce dont j'ai besoin dans ces événements et les envoyer dans une table qui se trouve dans mon instance MariaDB, les insérer là-bas et terminer. C'est ça le mapping de mon job. Okay? Voici les opérations, comment est-ce le flow des opérations. J'ai deux jobs, le job pour Postgre et le job pour MariaDB. Et plateforme pourrait me permettre d'exécuter d'automatiser leur interconnexion. OK? Donc, on va essayer de faire ça. Alors, je vais fermer. Là, dans Flow 2, j'ai la première expression qui est cette expression file-là. Alors, ce que je fais ici, je ne vais pas décommenter. On va juste faire un review du code. On va regarder le code. Donc, ici, j'ai l'opérateur SQL. Je peux le faire parce que je sais que je vais exécuter avec Language Postgres et je sais que Language Postgres a l'opérateur SQL. Donc, ça, pour le savoir, vous allez dans l'adaptateur Language Postgres. Ici, l'adaptateur Language
Postgres. Et dans cet adaptateur-là, vous avez comment vous connecter déjà dans le state. Donc ça, c'est ce que moi j'ai copié ici. Et je viens créer mon state. Donc j'ai un fichier TMP. Alors rapidement, pourquoi ce fichier TMP? Ce dossier TMP. Ce dossier TMP, c'est parce que souvent les states et les outputs, vous ne voulez pas, très souvent, vous ne voulez pas les partager avec le public. Votre code, peut-être vous avez un dépôt GitHub où vous le mettez, mais les credentials, peut-être que vous ne les mettez pas sur GitHub. Et dans ce cas, souvent, nous, comment on fait, c'est qu'on a des folders TMP qu'on met dans notre gitignore et que finalement, quand on push, c'est juste les expressions qui partent. Et après, on se partage à travers d'autres systèmes, nos credentials, etc. Ou bien on l'écrit dans le README, ou bien on fait des state.example.json où on met des valeurs qui sont fake, etc. Donc, ce dossier TMP, c'est assez cool de le mettre dans le... Donc, ce state 1 sera le state que je vais passer à ce job get events from postgres.js. Je lui passe ce state 1. Dans le state 1, j'ai exactement la configuration comme elle est définie dans la documentation, sauf que moi, je remplace le host par mon localhost, le port par le port de mon système, la base de données par le nom de la base de données, le user et le password. All right? Là, je n'ai même pas de data, je veux juste en fait récupérer les données, donc pas besoin de faire du data. Et ici, get events from Postgres va exécuter cette requête SQL, select star from events, et le write SQL, c'est une option qu'on peut passer à SQL pour voir la requête qui a exécutée, pour la visualiser. C'est très bien si vous avez des requêtes préparées, que vous voulez voir quelle est la requête qui est envoyée au final dans votre système. Ensuite, je log le résultat ici avec un bloc FN. Ensuite, je fais mes petites transformations. Le Postgres Events, c'est le résultat de la fonction SQL qui se trouve dans State Response Body Rows. J'ai mon Postgres Events. Je veux mapper les Postgres Events, je veux juste récupérer Interaction and Locality. Et ici, Locality, je dis que c'est Event ID. Alors, l'exemple est assez boring, mais je veux vous parler de quelque chose qui est très important ici, c'est le mapping. Souvent, les utilisateurs, ils ont un mapping file. Par exemple, ils disent, OK, les données qui proviennent du système A, voici la correspondance avec le système B. Par exemple, ici, moi, ma correspondance, elle est très simple. D'abord, je ne suis pas intéressé par tout ce qui vient. Tout ce qui vient, je suis juste intéressé par interaction and locality. Et en réalité, locality, c'est le ID de l'event. Et interaction, c'est juste interaction. OK? Et ça, ce serait un objet JavaScript qui vous permet de faire ce mapping. Nous avons dans la documentation, dans le DSL, le domaine spécifique, le DSL de OpenFN, nous avons des helper functions qui permettent de mieux concevoir ces mappings-là. Par exemple, field, value, etc. Il y a plein de helper functions que vous pouvez utiliser. Mais si vous êtes un peu comme moi et que vous voulez écrire du JavaScript basique, vous pouvez aussi faire ça, faire du map et écrire du JavaScript basique. Par exemple, le map là, dans certains scénarios, vous pouvez le remplacer facilement avec ce each. Le each, c'est une fonction qu'on a définie dans le DSL de OpenFN et qui permet de prendre en entrée la valeur qui contient les itérateurs et le truc, l'iterable. Et ici, vous définissez votre iterator, le callback à lui passer. Et tu vas exécuter ce callback sur ce truc-là. Et ça, c'est exactement comme map. OK? Donc là, si j'exécute ce job, je peux l'exécuter rapidement. Je ne sais pas si on aura le temps d'exécuter le premier. Donc ici, si j'exécute ce job, je peux faire un core execute. Je dis moins L, ce sera dev tools language adapters language Postgres. Ensuite, -s, ce sera mon flow de /state /tmp /state1. Ensuite, -i, ce sera flow de /1 get events from Postgres. Ensuite, -o, je vais le mettre dans flow de /tmp /output1.js, comme ça. Et là, si j'exécute, eh bien, il me récupère. Le console log que vous voyez ici, c'est le console log là. Et là, si je regarde output1.js, voici ce que j'ai. J'ai
response, j'ai le Postgres Events qui est là. Si vous regardez un événement, c'est un gros objet qui est là, okay, qui contient beaucoup de propriétés. Et j'ai mappé ces Postgres Events dans MySQL Events. Je récupère juste le interaction et le locality. OK? Voilà. Alors là, en réalité, le bon output, c'est celui-là. Je me suis trompé, j'ai mis output.js à la place de output.json. Je pense dans la commande, j'ai mis output.js. OK. Ça, c'est un output d'avant. Donc, je vais le supprimer. Et le bon output, c'est celui-là. Je vais le renommer en output.json au lieu de JS. Et là, voilà, si je le renomme, on a quelque chose de plus lisible. Et là, si vous regardez bien, la localité, c'est le ID, c'est un UID. OK? Et interaction, c'est une valeur numérique. OK? Donc, j'ai mon output. J'ai mes données ici dans MySQL Events. Rapidement, si vous me permettez, je vais essayer d'exécuter ça maintenant dans ma base. Alors, j'ai oublié de vous montrer les bases. Là, les bases sont là. La base Events, elle est là. Si vous regardez bien, la base Events, c'est à peu près ces données que j'ai récupérées. J'ai l'ID et j'ai quelque part le interaction quelque part ici. Voilà, c'est là, interaction. Okay. Ce sont ces données que j'ai récupérées. Et j'ai cette base-là, event, dans mon MySQL, qui est vide, qui a ID, interaction et locality. ID étant en auto-increment. Et je vais populer cette base avec le deuxième flow. Le deuxième flow, il est simple. C'est un flow send events to MySQL. J'ai la helper function upsert many qui va créer les events. Si elles n'existent pas, il va les créer. Si elles existent, il va les modifier. Donc, c'est une opération de upsert. Donc, voilà, je lui donne le nom de la table et je dis exécute dans MySQL Events. Et après, je fais un petit console log pour dire que ça s'est très bien passé. Alors, la sortie du premier job sera l'entrée de ce job-là. Donc, je dois le faire manuellement, vu que je n'ai pas de plateforme pour le faire. Je vais regarder mes credentials. Mes credentials dans la sortie, c'est les credentials en réalité du Postgre. Je pars dans mon state 2, je copie les credentials de mon MySQL. Je les copie. Je viens dans l'output de l'opération avec Postgre, je remplace les credentials par les credentials de MySQL. OK? C'est tout. Et ensuite, vu que dans mon job MySQL, je lui ai dit qu'il doit utiliser la clé MySQL Events, les données qui se trouvent dans MySQL Events, donc il va juste prendre ça, il va laisser les autres. Et là, je vais exécuter core execute -l /devtools /language, et cette fois-ci, je dis adapters /language MySQL -i, ce sera flow to send events to MySQL -s, ce sera flow to tmp /output1.json, vu que c'est l'output, très important, /o, flow to /tmp cette fois-ci, output2.json. Et là, j'exécute. Et si j'exécute, il me dit, ça s'est bien passé, success, records, le nombre de records qui ont été enregistrés, il n'y a pas eu de duplicate, il n'y a pas eu de warning. Great job, we are all done here. Ça, c'est mon console log ici. Et si on retourne dans la base de données, on peut bien voir que cette fois-ci, dans Events, on a cette fois-ci les données. On a les localities, on a les interactions et on a les ID. All right? Et ça fait qu'on a bien exécuté ce flow-là. Et ça marque la fin de ma présentation. Si vous voulez en fait en savoir plus sur OpenFN et de ce que l'on fait et de nos outils, nous avons le forum community.openfn.org où vous pouvez interagir avec nous. Nous avons notre Twitter, nous avons la plateforme openfn.org, nous avons docs.openfn.org où vous pouvez aller visiter la documentation. Voilà, vu que mon temps est fini, je ne vais pas vous parler de la documentation, je ne vais pas vous parler de plateforme, mais j'espère que vous allez y faire un petit tour pour essayer de voir ce que l'on fait. Alors moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que franchement, en toute sincérité, en tant que dev, avant que je ne connaisse OpenFN, je faisais beaucoup de choses manuellement. Ça, je le partage avec vous si vous me permettez juste 2 minutes.
j'étais à Air Sénégal où je faisais beaucoup d'intégration de données. Je faisais beaucoup de choses manuellement. J'écrivais beaucoup de custom scripts avec Python pour récupérer des données dans Twitter, les mettre dans une base de données Azure, les combiner avec certaines données, etc. À chaque jour, c'était quelque chose qu'il fallait faire. Même si j'utilisais certains outils, souvent ces outils n'avaient pas des adaptateurs pour ces systèmes-là. J'ai découvert OpenFN quand je voulais quitter Air Sénégal. Et je me suis dit, mince, malheureusement, je ne l'ai pas découvert tôt, ça aurait pu me sauver la vie. Sincèrement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Les outils, il y a beaucoup de choses. On est en train de travailler sur beaucoup de projets. Il y a plein de choses qui doivent venir, surtout cette année. Mais je pense que les outils sont de très petits outils qui sont assez cool, avec lesquels vous pouvez faire des choses assez puissantes. C'est juste, ça dépend de vos capacités en programmation et de votre business. Voilà un peu ce que je voulais dire sur ça. Et sincèrement, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir permis de venir faire cette présentation avec vous. Je vais m'en arrêter là. Si vous avez des questions et que j'ai le temps toujours, je peux y répondre. Sinon, merci beaucoup de m'avoir permis de venir partager avec vous ce matin. Merci beaucoup, Elias. Ça a été vraiment une belle présentation et on compte te revoir encore ici beaucoup de fois pour beaucoup d'autres présentations. Donc, il y a Amber et Rigel qui ont levé la main. On laisse d'abord Amber Rignel. Alors, je voulais juste dire que c'était un très bon talk. Bravo. Merci, Amber. Amber, c'est mon collègue, c'est la product manager à OpenFN. Je suis très content de te voir ici, Amber. Ok, super. Rigel. Non, je n'ai pas levé la main, j'étais juste en train de clap. Great. Ouais, j'avais des questions, mais je pense que ça va prendre longtemps. Je pense que la prochaine fois, je verrai Elias, je vais l'embêter avec toutes mes questions. Mais super présentation. Merci beaucoup, Elias. Merci, Rigel. Merci beaucoup. Encore merci, Elias. Donc, notre sponsor pour cet événement-là, c'est Open Community, Telenet Open Community, qui est une communauté où on parle de télécom et réseau. Donc, à chaque fois, ils invitent des experts dans leur domaine. Donc, dans leur talk, là, on a vu M. Ndiaye, on a vu le grand Tidjane Seck, M. Mbake, on a vu le grand Tidjane Seck aussi et d'autres experts dans le domaine IT ici au Sénégal. Donc, ce sont eux nos sponsors pour ce mois.